On va parler des résidus de chlorate et de perchlorate dans le sirop d'érable. Et donc une problématique qui est reliée à ça par rapport aux exigences à l'exportation. Donc, on va regarder ça ensemble. C'est un projet qui a été financé par le volet 2 du programme Innovation du MAPAC et également par le Conseil de l'industrie de l'érable et les producteurs et productrices acéricoles du Québec. Au menu, je vais faire une introduction sur l'exportation, qui est vraiment une assise pour le développement de l'industrie acéricole. Donc, on va voir quelques statistiques d'exportation. Ensuite, je vais vous présenter les fameux contaminants qui sont le chlorate et le perchlorate. On va faire une description de ces contaminants-là, les sources potentielles. On va regarder quelques éléments de la réglementation et une petite mise en contexte acéricole à ce sujet-là. Ensuite, on va voir plus en détail les résultats du projet de recherche, donc avec le plan d'échantillonnage, les méthodes qui ont été utilisées et puis les concentrations qu'on a retrouvées dans les échantillons de sirop qu'on a prélevés. Ensuite, on va revoir ensemble les bonnes pratiques à suivre. Donc, il y a des solutions à ces contaminants-là. Donc, on va voir ensemble les bonnes pratiques qui vont aider dans la prévention de l'apparition de ces contaminants-là. Puis, on va conclure avec des perspectives pour finir. Donc, si on regarde les statistiques d'exportation sur la période de 2014 à 2020, on voit que la courbe de production a vraiment augmenté. Donc, la production est sans cesse en croissance depuis les quelques dernières années. Et c'est la même chose pour les exportations. Donc, il y a quand même une bonne croissance des exportations qui soutiennent aussi cette production-là. Donc, c'est en moyenne 66 sur cette période-là de la production qui va à l'exportation. Et puis, si on regarde plus en détail les années où la production a été un peu plus faible, là, en 2015 et 2018, c'est jusqu'à 75 de la production sur ces années-là et même plus, là, qui est allée à l'exportation. Donc, les exportations dans le domaine de la agriculture, c'est vraiment un élément très important du développement ou du maintien de la production. Et donc, c'est vraiment important d'avoir ça en tête pour lorsqu'on produit le sirop d'érable qui est exporté finalement à travers le monde. Donc, si on regarde justement les destinations de l'exportation, c'est principalement aux États-Unis où on exporte notre sirop d'érable, donc un peu moins en 2020, mais tout de même, c'est assez stable sur la période 2014-2020. Mais il y a d'autres marchés qui sont très importants et qui sont en croissance également. On parle des marchés de l'Europe et du Japon. Donc, des exportations dans ces destinations-là sont très importantes et il faut vraiment en avoir une attention particulière sur ces marchés-là pour respecter les exigences d'exportation qui sont parfois un petit peu plus strictes que ce qu'on pourrait retrouver ailleurs dans le monde. C'est le cas notamment pour la présence de certains composés chimiques, certains pesticides là, qui sont vraiment où la réglementation est plus stricte. Donc, si on résume cette partie-là, l'exportation demeure un moteur important du développement du secteur acéricole. Puis les marchés de l'Europe et du Japon, c'est constitue des marchés qui sont en croissance et qui offrent un bon potentiel là, pour le développement de l'industrie. Il faut donc être à l'affût des exigences réglementaires des marchés qui sont souvent plus restrictifs. On va le voir un petit peu plus loin avec les limites qui sont imposées. Donc, les contaminants chimiques font l'objet de surveillance accrue de leur côté. Donc, le cas des chlorates et perchlorates, c'en est un exemple. D'ailleurs, il y a eu des cas de rappel de produits là, qui dépassaient les limites en Europe. Donc, c'est pour ça qu'il y a un projet qui a été mis sur pied là, pour regarder plus en détail les sources de ces contaminants-là dans les produits acéricoles. On regarde un petit peu plus en détail maintenant les contaminants eux-mêmes. On parle de chlorate et de perchlorate. Donc, vous avez une description de la formule chimique ici pour chacun des composés. Et puis, les sources potentielles, sont diverses. Par exemple, pour les chlorates, ça peut être des sous-produits de la désinfection de l'eau potable
par le dioxyde de chlore dans les usines de traitement d'eau potable, par exemple. Pour le perchlorate, ça a déjà été utilisé comme fertilisant dans le passé, donc ce qui expliquerait une certaine présence dans l'environnement. Pour les chlorates, autrefois, ça a été utilisé aussi comme un fongicide ou comme un herbicide en agriculture, mais je ne pense pas que c'est encore tellement populaire comme produit, mais ça l'a déjà été dans le passé. Le perchlorate, lui, on le retrouve aussi dans l'industrie pyrotechnique et des explosifs. Donc, les sites où on utilise ces produits-là peuvent avoir des concentrations peut-être plus élevées en ce type de contaminants-là. Mais la source principale de ces deux contaminants-là, c'est définitivement les produits de dégradation de l'hypochlorite de sodium. Donc, la fameuse eau de Javel, là, lorsque c'est mal utilisé, les concentrations ne sont pas contrôlées ou que la qualité du produit à la source, elle est mauvaise. Donc, ça peut engendrer des problèmes de contamination au chlorate ou au perchlorate. Pour ce qui est de l'hypochlorite de sodium, l'eau de Javel, donc, par exemple, les conditions d'entreposage, et puis le pH, la température, la durée d'entreposage, et puis les contacts avec les rayons ultraviolets, la concentration de la solution, la présence de métaux de transition, toutes ces conditions-là vont influencer la formation d'ions chlorate dans les solutions initiales d'hypochlorite qu'on peut se procurer sur le marché. Donc, ces solutions-là doivent contenir moins de 1500 mg de chlorate par litre, avoir un pH supérieur à 12, être utilisé dans un délai relativement court, donc on parle d'une période de 3 mois, par exemple. Il faut qu'il soit entreposé dans un endroit frais, sec et à température qui ne dépasse pas 30 degrés et à l'abri de la lumière du soleil, donc pour éviter le contact avec les UV. Il doit contenir aussi moins de 0,08 mg par litre de métaux de transition. Donc, toutes ces conditions-là doivent être respectées pour assurer la qualité des solutions d'hypochlorite qu'on va se procurer sur le marché. Donc, c'est pour ça qu'on suggère d'utiliser des solutions qui sont destinées à l'entretien des équipements alimentaires, par exemple, dont on se procure là, chez les fournisseurs d'équipements alimentaires, par exemple. Si je reviens à la description des chlorates et perchlorates, donc pour la toxicité, ils sont reconnus comme des produits qui sont des perturbateurs endocriniens, pardon. Donc, qui sont impliqués dans la dysfonction de la glande thyroïde et l'absorption de l'iode. C'est surtout préoccupant pour les enfants, les femmes enceintes ou les personnes qui souffrent du goitre. Et on a relevé également dans la littérature une certaine hématotoxicité pour ces produits-là. Au niveau des propriétés physiques, mauvaise nouvelle, c'est des produits qui sont solubles à l'eau, donc ils peuvent se retrouver dans la sève d'érable ou les résidus peuvent se retrouver dans le sirop, dans la sève. Autre mauvaise nouvelle, c'est qu'ils ont une température d'évaporation relativement élevée. Là, si on prend l'exemple du chlorate de potassium, dont sa température d'évaporation est à 400 degrés C. Donc, ça suppose que ces produits-là ne vont pas s'évaporer dans l'évaporateur lorsqu'on va évaporer la sève ou produire le sirop. Donc, ils vont plutôt se concentrer. Et c'est le cas vraiment de la plupart des contaminants chimiques qu'on peut avoir dans la sève. Là. Donc, la particularité de la production acéricole, c'est qu'il y a une possibilité, il y a un potentiel que des contaminants qui se retrouvent dans la sève soient concentrés de 30 à 40 fois. Là. Donc, ça, c'est vraiment une particularité de la sériculture qu'il faut tenir compte et puis avoir en tête là, pour prévenir les cas de contamination. Autre particularité, le poids moléculaire est quand même est faible, mais suffisamment élevé là, pour que ces composés-là soient retenus par la membrane d'osmose lorsqu'on va faire la concentration de la sève avant l'évaporation. Donc, par exemple, si on prend l'exemple du chlorate de calcium, on a un poids moléculaire de 122,5. Pour le chlorate de potassium, 58,4. Donc, 206,7 pour le chlorate de calcium et 122,5 pour le chlorate de potassium. Donc, si on compare ça au poids moléculaire du chlorure de sodium, le sel de table, là, qui est à 58,4,
c'est pas mal plus élevé. Et puis, on sait qu'on peut concentrer le sel là, par osmose. Là, donc, ces produits-là vont probablement se concentrer lorsqu'on va faire la concentration membranaire. Et ce qu'on a pu remarquer dans la littérature aussi, c'est que c'est des composés chimiques qui sont difficilement éliminés par les systèmes courants de filtration d'eau. Donc, on n'a pas vraiment identifié de système de filtration qui pourrait être efficace pour éliminer ces produits-là. Donc, une autre difficulté à rencontrer. Au niveau de la réglementation, il y a des limites maximales en résidus qui sont émises par les autorités réglementaires sur les produits et les contaminants chimiques qu'on peut retrouver dans les aliments. Ces limites-là vont varier d'une juridiction à l'autre. Par exemple, au Canada, pour les aliments, il n'y a pas de limite qui est émise parce que ce ne sont pas des pesticides qui sont homologués. Donc, il n'y a pas de valeur... Il n'y a pas de valeur fixe là, qui est émise spécifiquement pour ces produits-là. Par contre, il y en a une pour l'eau potable au Canada qui est fixée à 1 mg par litre, soit 1 ppm ou 1000 ppm là, dans l'eau potable. Au Québec, pour les aliments, c'est la même chose. Il n'y a pas de limite maximale en résidus, de concentration limite sur lesquelles on peut se fier. Pour l'eau potable, il y en a une aussi, mais elle est un petit peu plus restrictive qu'au Canada. On est à 0,8 mg par litre, 0,8 ppm ou 800 ppb dans l'eau potable au Québec. Et si on prend cette limite-là et par calcul, si on voulait essayer de s'imaginer pour le sirop d'érable, si on pouvait fixer une limite par rapport en se basant sur la limite de l'eau potable, on serait par calcul à 0,604 mg par kg de sirop ou 0,604 ppm ou 604 ppb de chlorate ou perchlorate dans le sirop d'érable, mais c'est purement théorique comme limite qu'on peut calculer. La limite qu'on va retenir, c'est celle qui est fixée dans la communauté européenne sur les aliments, qui est à 0,5 mg par kilogramme, donc 0,5 ppm ou 50 ppb. Donc, c'est largement inférieur à la limite qu'on peut retrouver là, au Québec ou au Canada pour l'eau potable. Donc, ça rend un peu plus difficile là, la situation de prévenir ces contaminants face à ces limites-là. Donc, quand on regarde la littérature sur la contamination en chlorate, par exemple, dans d'autres produits alimentaires, donc on se rend compte qu'il y a plusieurs résultats qu'on peut retrouver pour d'autres produits. Donc, c'est assez variable. Il y a plusieurs produits qui en contiennent plus ou moins. Donc, on peut retenir peut-être certains produits comme les légumineuses, noix et oléagineux. Les herbes, les épices, les condiments et peut-être les aliments composés comme les produits surgelés. Ceux-là ont des moyennes qui sont un peu plus élevées. Là. Ça dépend du nombre d'échantillons qui sont analysés aussi. Donc, ça nous dit qu'il n'y a pas juste le sirop d'érable qui peut contenir des chlorates ou des perchlorates. Il y en a aussi dans d'autres produits. Là. Donc, c'est un défi dans d'autres secteurs. Et puis, il faut aussi tenir compte que ce sont des contaminants émergents également. On n'a pas entendu parler beaucoup des chlorates et perchlorates dans le passé, mais on pense qu'on va pouvoir en entendre parler de plus en plus, là, pas juste pour le sirop d'érable, mais aussi dans d'autres produits. Si on essaie de ramener ça au niveau de la sériculture, dans le contexte acéricole, donc il y a quelques éléments de problématiques qu'on peut soulever, dépendamment du secteur. Donc, pour ce qui est des érablières, des producteurs, là, les sources potentielles, ce qu'on pense, ça vient vraiment des résidus de produits assainisseurs à base de chlore, comme l'eau de javel, l'hypochlorite de sodium, qui est utilisé pour l'entretien de la tubulure, des extracteurs, des réservoirs, des contenants et d'autres équipements également. Par contre, il y a des alternatives et des options disponibles, donc l'utilisation de l'alcool isopropylique pour l'assainissement de la tubulure, qui ne contiennent pas de chlore, et aussi il y a d'autres produits assainisseurs qui pourraient être utilisés éventuellement. Et une étape de rinçage efficace qui aussi pourrait grandement prévenir ces cas de contamination-là.
Et on a la chance d'avoir la disponibilité du filtrat d'osmose pour rincer les équipements et préparer les solutions qui, normalement, ne devraient pas contenir de résidus de chlorate ou perchlorate, étant donné que ces produits-là ne sont pas perméables aux membranes d'osmose. Du côté des acheteurs, du côté de la transformation, l'embouteillage, les sources potentielles sont aussi les résidus de produits assainisseurs à base de chlore pour l'assainissement des barils, des réservoirs, des lignes d'embouteillage. Mais il s'ajoute à cela les résidus d'eau potable des réseaux municipaux. On pense que c'est peut-être une source plus marginale, mais quand même elle existe. Les options possibles qui se présentent aux acheteurs, c'est d'utiliser d'autres produits assainisseurs ou suivre des bonnes pratiques de méthodes d'assainissement, de rinçage dans les équipements. Normalement, les usines de transformation d'embouteillage suivent des méthodes standardisées, avec des plans de contrôle de qualité de la production. Donc, de ce côté-là, ça devrait être assurant. Par contre, comme je disais, on n'a pas trouvé de système efficace de filtration de l'eau potable. Donc, de ce côté-là, on reste encore à la recherche de solutions. Donc, si on regarde plus en détail maintenant le projet de recherche qu'on a réalisé. Donc, je vous présente ici le plan d'échantillonnage, les échantillons qui ont servi à faire au projet, à faire les analyses. Donc, on a 2 catégories d'échantillons. Donc, il y a les sirops qu'on appelle les sirops des producteurs, donc, qui ont été échantillonnés directement lors du classement. Donc, il y a eu un échantillonnage aléatoire au classement 2019 pour récupérer des échantillons au nombre de 50. Donc, on a avec ces échantillons-là l'information sur le classement. Et il y a aussi un questionnaire sur les pratiques de production qui ont été remplis par les producteurs qui ont eu des échantillons positifs également. Et c'est quelques producteurs qui ont eu des échantillons positifs aussi. On a été capable de recueillir des échantillons d'eau de leur installation pour faire de l'analyse. L'autre catégorie d'échantillons, c'est les sirops des acheteurs, donc au nombre de 53. Donc, on a prélevé ces échantillons-là lorsqu'on a fait les visites chez 5 acheteurs autorisés qui nous ont reçus dans leurs installations en 2020. Il y a des questionnaires qui ont été remplis par ces acheteurs-là sur les pratiques de production et on a aussi recueilli des échantillons d'eau potable de ces usines-là. Et puis, il y a 2 des acheteurs qui nous ont fourni des échantillons de rinçure, c'est-à-dire des échantillons de solutions de rinçage des équipements pour récupérer les restants de sirop qui sont réintroduits dans les batchs des productions chez les acheteurs. Donc, si on reprend ces échantillons-là, on les distribue en fonction du type de sirop, soit régulier ou biologique. Donc, on a 30 échantillons réguliers des producteurs et 32 échantillons réguliers des acheteurs et 20 échantillons biologiques des producteurs et 21 biologiques des acheteurs pour un total de 103 échantillons qui ont été analysés. Ils vont s'ajouter à cela quelques échantillons d'un producteur qu'on va le voir un peu plus loin, qui avait une problématique particulière par rapport à la présence de chlorate qu'on a rééchantillonné en 2020 avec des échantillons supplémentaires. On va voir ces résultats-là aussi. Au niveau de l'analyse, on a mis au point une méthode d'analyse au centre Acer. Donc, c'est l'analyse des chlorates et perchlorates dans les produits d'érable par LC-MS-MS. C'est une méthode qui est basée sur la méthode européenne de référence, la méthode QPPE. La particularité de cette méthode-là, très précise et très performante, c'est qu'elle utilise des standards de référence isotopiquement marqués pour assurer un bon contrôle de la qualité de l'analyse, de la précision d'analyse. Donc, au niveau des paramètres de performance qui ont été obtenus pour les chlorates et les perchlorates, on a une limite de détection et de quantification très basse pour les 2 types de composés qui est largement inférieure à la limite de 50 nanogrammes par gramme qui est fixée en Europe. Donc, on est capable avec ces limites-là de vraiment vérifier si les limites sont dépassées ou non dans le cas de ces produits-là.
Et le taux de récupération, tout près de 100% est aussi très, très bon, là, donc des bonnes performances pour la méthode. Donc, je vais commencer à vous présenter les résultats. Je commence avec les résultats des perchlorate. Et puis, bonne nouvelle, pour les perchlorates, tous les échantillons qu'on a analysés, autant qui provenaient des érablières ou des acheteurs autorisés, ce qui était biologique ou régulier, dans tous les cas, on a eu un résultat qui était inférieur à la limite européenne de 50 nanogrammes par gramme. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, je ne reviendrai pas sur les résultats des perchlorates. On va se concentrer sur les résultats des perchlorates qui, vous allez voir, un peu différents. Effectivement, si on regarde les tableaux ici sur les concentrations en chlorate qu'on a déterminées dans les échantillons, on a à gauche les échantillons des producteurs et à droite les échantillons des acheteurs. Donc, on remarque des concentrations très variables dans l'ensemble des échantillons, là. On en a quelques-uns du côté des acheteurs qui dépassent la limite de 50 nanogrammes par gramme et un peu plus aussi du côté des acheteurs qui dépassent 50 nanogrammes par gramme. Donc, on va voir un petit peu plus en détail plus loin ces résultats-là. Je vous présente un tableau récapitulatif là, du nombre d'échantillons qu'on a pu déterminer en fonction des classes de concentration. Là. Donc, les classes de concentration très basses, c'est-à-dire inférieures à la limite de quantification, on avait 35 échantillons qui provenaient des producteurs, alors qu'il y en avait 13 pour les échantillons des acheteurs. Une concentration intermédiaire entre 6,6, un peu plus haut que la limite de quantification, et 10 nanogrammes par gramme. Donc, il y en avait 6 pour les producteurs et 2 pour les acheteurs. Et des concentrations un petit peu plus élevées, mais en bas de la limite de 50 nanogrammes par gramme. Donc, il y en avait 5 pour les producteurs, alors qu'il y en avait 21 pour les acheteurs. Et puis, les échantillons qui dépassaient la limite, là, il y en avait 4 pour les producteurs et 17 pour les acheteurs. Donc, pour les 17 qui proviennent des acheteurs, je vous rappelle qu'on avait 5 acheteurs qui ont fourni des échantillons, mais pour les 5 acheteurs, chacun des acheteurs avait au moins un échantillon qui dépassait la limite de 50 nanogrammes par gramme. Donc, je vous ramène ici le graphique des résultats qu'on a obtenus pour les échantillons des producteurs en 2019. Donc, il y a 4 échantillons là, qui ont dépassé la limite de 50 nanogrammes par gramme. Et on a fait une petite enquête pour voir un peu d'où ça... voir les techniques de production qui seraient derrière ces cas qui ont dépassé les limites. Et on s'est aperçu que dans tous les cas, les producteurs utilisaient du chlore, soit pour l'assainissement de la tubulure ou pour l'assainissement des réservoirs et autres équipements. Il y a seulement un producteur là, qui n'utilisait pas le chlore ou le produit chloré pour l'assainissement de la tubulure, il utilisait l'alcool isopropylique, mais le chlore était utilisé quand même ailleurs pour la production, pour l'assainissement des réservoirs et autres équipements. On a aussi un résultat d'un champion producteur de chlorate. Donc, lorsqu'on a regardé plus en détail avec le producteur, on s'est rendu compte, premièrement, que ce producteur-là faisait de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'il recevait des concentrés de sève d'autres producteurs et qu'il bouillait, donc il faisait la production de sirop pour d'autres producteurs. Donc, il y a cette particularité-là. Et on s'est rendu compte aussi que le chlore était largement utilisé pour l'assainissement de la tubulure et des réservoirs. Donc, ces 4 échantillons-là, c'est des échantillons de sirop réguliers. Donc, on va voir un petit peu plus en détail le cas particulier de la concentration très élevée qu'on a obtenue pour un des échantillons, parce qu'on est retourné en 2020 là, pour échantillonner ce même producteur-là qui faisait la sous-traitance. Et puis, on a analysé des productions en début de saison, une vingtaine de productions, là. Et puis, on remarque que le problème n'était pas réglé. Donc, il y a encore beaucoup d'échantillons qui dépassaient très largement les limites de 50 nanogrammes par gramme. Et puis, ça variait là, parce que, comme je disais tout à l'heure, le producteur faisait la sous-traitance. Donc, c'est un peu difficile de contrôler la provenance et puis d'avoir une idée précise là, de l'apport en ce contaminant-là parce que les batchs étaient mélangés. Donc,
Mais tout de même, ça a quand même validé les résultats de 2019 et ça montre l'importance d'avoir aussi un registre de production qui est détaillé là, pour essayer de cibler les cas de contamination et pouvoir les régler là, lorsqu'on connaît mieux la source de cette contamination. Si on regarde maintenant les résultats qu'on a obtenus des échantillons des acheteurs, donc je reprends le graphique qu'on a présenté au début, là, mais cette fois-ci juste pour les acheteurs, et j'ai mis en noir les échantillons réguliers et en rouge les échantillons biologiques. Donc, on remarque que les échantillons biologiques ont des concentrations, même s'ils sont plus grandes que 50 nanogrammes par gramme, là, ils sont tout de même plus faibles que les échantillons de sirop réguliers, là, mais quand tout de même, ils dépassent les limites. Et donc, on a quand même des résultats, quand même plusieurs échantillons qui dépassent les limites. Donc, ça montre que d'une certaine manière que même si on est dans la situation des acheteurs où il y a des batchs qui sont produits, il y a un mélange, les sirops des producteurs sont poolés, donc ça ne semble pas régler totalement la problématique de la présence des chlorates parce qu'on retrouve tout de même suite à ces mélanges-là, des cas, plusieurs cas là, qui dépassent les limites dans ces contaminants-là. Donc, la problématique s'adresse autant aux acheteurs qu'aux producteurs. Donc, il faut travailler ensemble pour essayer de corriger ces situations de contamination. Si on regarde les autres échantillons d'eau potable, par exemple, qu'on a reçus, donc tous les échantillons d'eau potable qu'on a analysés étaient inférieurs aux limites de 50 nanogrammes par gramme. Il y a juste un échantillon d'un acheteur qui était supérieur à 50 nanogrammes, en fait, qui avait une valeur de 55 nanogrammes par gramme. C'est tout de même très largement inférieur aux limites de 800 nanogrammes par gramme qu'on a au Québec ou au Canada, qui est à 1000 nanogrammes par gramme. Donc, tout de même un petit peu plus élevé que la limite européenne dans les aliments. Et pour cet échantillon-là, la particularité, c'est qu'on avait aussi un échantillon qu'on a pris avant le système de filtration, parce que chez cet acheteur-là, il y avait un système de filtration directement à l'entrée du réseau d'aqueduc, l'entrée de l'eau potable à l'usine. Donc, on a pris un échantillon juste avant, et puis la concentration était similaire. Donc, ça montre que le système de filtration pour les chlorates n'est pas tout à fait efficace là, pour éliminer cette contamination-là, mais ce sera à valider quand même. Si on regarde maintenant, on essaie de comparer les échantillons réguliers aux échantillons biologiques. Donc, pour l'ensemble des sources d'échantillons, donc on remarque que les sirops réguliers ont une distribution de valeur qui est beaucoup plus large. Là. Donc, on n'a pas affiché dans le graphique le résultat très élevé avait 2095, là, et ça va au-dessus de l'échelle, mais on voit une distribution très large avec une moyenne à 88,1, alors que la moyenne dans les sirops réguliers est à 22,2. Une distribution plus serrée autour de la moyenne, mais tout de même, là, plusieurs échantillons qui dépassent les limites. En regardant les échantillons en termes de pourcentage, là, on a 14 des échantillons réguliers qui dépassaient la limite de 50 nanogrammes par gramme, alors que c'est 7 pour les sirops biologiques. Donc, voilà pour la partie des résultats, ce qui nous amène à regarder ensemble les bonnes pratiques, donc les recommandations générales qu'on pourrait suggérer pour essayer de contrôler ces niveaux de contamination-là. Donc, on pense à procéder, par exemple, à un assainissement à l'eau chaude lorsque c'est possible. Donc, c'est possible d'utiliser de l'eau chaude là, pour éliminer les résidus en cours de production. Là. Donc, c'est peut-être pas nécessaire de toujours utiliser des produits chimiques comme l'eau de Javel pour entretenir nos systèmes. Donc, l'eau chaude peut être très efficace et puis ça nous permettrait d'éliminer également ces résidus-là. Autrement, utiliser des produits commerciaux reconnus pour l'entretien des équipements. Donc, il faut consulter les fournisseurs des produits acéricoles, puis utiliser des produits qui sont reconnus.
Donc, les produits commerciaux achetés dans les grandes surfaces, ce n'est peut-être pas les bonnes sources de produits également. Il faut utiliser les concentrations recommandées et puis il faut disposer adéquatement des produits périmés. Donc, il faut vérifier les dates qui sont sur les produits puis en disposer parce qu'on pense que les conditions d'entreposage, la durée d'entreposage peut avoir un effet là, sur l'apparition des contaminants. Il faut suivre les bonnes procédures d'entreposage qui accompagnent le produit, comme j'ai déjà mentionné au début de la présentation. Toujours procéder à un rinçage adéquat. Donc, c'est la clé, je pense, là, pour vraiment éliminer les cas de contamination. Donc, ça s'adresse à tous les produits chimiques qu'on va utiliser. Donc, peu importe le produit qu'on va utiliser et peu importe l'équipement qu'on va traiter, il faut toujours procéder à un rinçage adéquat suite à l'utilisation de ces produits-là. Donc, lorsqu'on utilise des produits chimiques, il faut consulter les fiches de données de sécurité qui accompagnent le produit. Normalement, lorsqu'on achète un produit chimique, les fiches de données de sécurité suivent. Donc, on peut les consulter pour avoir les bonnes pratiques, suivre les bonnes mesures de protection qui sont recommandées et pour la manipulation également. Je vous invite également à consulter la rubrique 900 du CTTA pour les procédures de lavage et d'assainissement des équipements séricoles. Donc, une source d'information importante ici là, qui peut être utile pour vous guider dans les procédures d'assainissement. Autrement, vous pouvez avoir recours au service conseil en acériculture de votre région qui vont pouvoir vous offrir un accompagnement dans les bonnes pratiques également. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le maintien d'un registre de production, c'est une très bonne idée, une bonne pratique générale. Donc, les résultats qu'on a montrés viennent renforcer le besoin de ce maintien d'un registre de production. Donc, je vous invite à adopter cette pratique-là quand vous aurez la chance de le faire. Si on regarde plus en détail les bonnes pratiques pour le système de collecte de la tubulure, donc la méthode qui offre le meilleur compromis pour l'assainissement du système de collecte, c'est définitivement celle qui utilise l'alcool isopropylique. Donc, vous pouvez suivre la procédure qui est présentée dans le guide sur l'assainissement à l'alcool isopropylique qu'on a publié il y a quelques années. Ce guide-là est disponible dans la plupart des distributeurs et de fabricants d'équipements séricoles. Bon, le principal avantage, c'est qu'on n'utilise pas de produits chlorés avec cette procédure-là. Il faut bien suivre la procédure. Le rinçage est aussi recommandé en début de saison avec la sève de première coulée pour éviter d'autres types de résidus. C'est le cas pour tout type de système également. Donc, on recommande quand même de faire un rinçage, même s'il n'y a pas de produit chloré qui est utilisé. Pour l'entretien sanitaire des équipements de production, les autres équipements comme les extracteurs, les réservoirs et autres équipements, comme je le disais, lorsque c'est possible, on peut effectuer un lavage, un assainissement, un rinçage des équipements à l'eau chaude. Il faut utiliser de l'eau potable, filtrant d'osmose de bonne qualité pour faire ça. On peut procéder à un entretien quotidien à l'eau chaude à 77 degrés C, surtout en fin de saison, là, très important là, parce que c'est là qu'on a plus de résidus les bénéfices sont plus importants, une contamination microbienne plus importante, surtout en fin de saison. C'est là que les problèmes vont arriver. Donc, c'est là qu'il faut être plus vigilant. On recommande de démonter et de frotter les surfaces avec une brosse. Donc, c'est bien important d'avoir accès à toutes les places, tous les endroits des équipements. Même si on n'utilise pas de produits chimiques, dans ce cas-ci, il faut faire attention quand même. Donc, aux brûlures, il faut porter des gants, des lunettes de protection. Il faut suivre les recommandations des fabricants lorsqu'on veut démonter des équipements aussi. Donc, regarder les recommandations de ce côté-là. Ça a avantage, lorsqu'on utilise l'eau chaude comme ça, d'être une procédure qui est conforme à la certification biologique. Et je vous souligne qu'on a une formation sur les bonnes pratiques d'assainissement de sériculture qui est offerte par Centracer. Donc, je vous invite à consulter le calendrier de cette formation-là qui est disponible sur notre site Web. Donc, il y a des dates qui sont déjà cédulées. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire à cette formation-là.
Dans d'autres cas, si on ne peut pas utiliser l'eau chaude, je sais que ce n'est pas nécessairement possible de le faire partout, mais dans ce cas-là, on va avoir recours à une solution de produits chimiques. Par exemple, pour une solution à base de chlore, comme l'eau de Javel, on recommande d'utiliser une concentration finale à 200 ppm. On obtient cette solution-là en diluant avec de l'eau potable ou de concentré d'osmose à 1 dans 600 lorsqu'on utilise une solution concentrée d'eau de Javel à 12 par exemple. On recommande de démonter et frotter les surfaces à l'aide d'une brosse. Il faut faire attention, il faut porter les mesures de protection lorsqu'on utilise ces produits chimiques-là. Il faut suivre les recommandations, encore là, du fabricant lorsqu'on va manipuler l'appareil, le démonter, le remonter. Et on peut aussi consulter, si vous le désirez, la rubrique 900 pour le calcul des volumes de solutions lorsqu'on va fabriquer les solutions, donc on peut avoir un aide pour le calcul des solutions en fonction de la capacité et le volume des équipements qu'on va vouloir assainir. Une autre source intéressante pour le calcul, c'est le convertisseur acéricole. Donc, il y a des outils de calcul auxquels vous pouvez avoir accès pour la préparation des solutions. Donc, je vous invite à consulter le convertisseur acéricole qui est disponible sur notre site web. Donc, vous pouvez télécharger le convertisseur gratuitement et avoir accès à ces supports-là. Il faut noter que l'usage de solutions chlorées n'est pas conforme à la certification biologique. Donc, oui, on peut utiliser des produits chimiques, mais lorsqu'on l'utilise en saison, donc ce n'est pas conforme avec la certification biologique. Il faut bien être conscient de ça. Donc, en conclusion, on a, avec ce projet-là, fait un portrait intéressant des contaminants, perchlorate et chlorate dans le sirop d'érable. On a constaté une étendue assez large des concentrations qui ont été répertoriées. Les résultats en perchlorate ne démontrent pas de concentration supérieure à la limite européenne. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, pour les chlorates, on a eu plusieurs échantillons qui ont montré des concentrations supérieures à la limite. Selon toute indication, la problématique est vraiment reliée à l'usage des produits chimiques à base de chlore qui sont utilisés pour l'assainissement des équipements pour la production. Donc, ça soulève vraiment l'importance de bonnes pratiques de production, comme on a souligné dans les points précédents. Les sirops biologiques semblent contenir moins de chlorate que les sirops réguliers, malgré qu'il y a quand même plusieurs sirops biologiques qui dépassaient la limite de 50 nanogrammes par gramme. Donc, ça démontre la nécessité d'avoir une bonne traçabilité et un bon maintien des registres de production. Nous, on va utiliser ces informations-là pour continuer nos activités de transfert et on va intégrer ces données-là dans nos guides et nos communications là, à l'industrie. Et ce projet de recherche-là nous a permis de mettre au point une méthode d'analyse des chlorates et perchlorates. Donc, cette méthode-là est maintenant disponible au laboratoire du Centre Acer et a pu être utilisée là, par l'industrie pour améliorer les pratiques de production et de contrôle de la qualité du produit. Donc, s'il y avait quelques éléments là, à retenir de ces travaux-là, donc utiliser l'eau chaude lorsque c'est possible pour l'assainissement des équipements. Donc, ça, c'est un premier point. Sinon, rincer adéquatement après un assainissement lorsqu'on utilise des produits chimiques. Pour la tublure, l'alternative en utilisant la méthode à l'alcool isopropylique est un choix là, qui est avisé là, pour contrôler ce type de contamination-là. Il ne faut pas oublier de rincer. Donc, la qualité, la salubrité et l'image du produit, c'est vraiment l'affaire de l'ensemble de la filière acéricole. Donc, on a eu des cas de contamination qui concernent à l'érablière et aussi dans les entreprises de transformation. Donc, c'est bien important là, que toute la chaîne travaille ensemble là, pour améliorer la qualité, la salubrité et l'image des produits acéricoles. Donc, sur ça, je vais vous souhaiter une bonne saison 2022.